Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Stéphane Gigandet et avec moi, il y a Pierre Slamiche. On travaille pour l'association Open Food Facts qu'on a créée il y a 10 ans et qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, l'association, elle part d'un constat qu'on partage, je crois, tous et qui a été rappelé beaucoup de fois lors du cours, c'est que l'alimentation a un énorme impact sur notre santé et sur la planète. Un des symptômes les plus visibles, c'est ces courbes de surpoids qui montent depuis 50 ans, et ça dans tous les pays du monde. Et l'alimentation, c'est aussi un poids pour la planète, donc c'est plus de 25% des gaz à effet de serre. Et donc, de ce constat, il y a une évidence qui a été rappelée à de maintes reprises, c'est qu'il est important et il est urgent d'agir. Mais il y a une question qui nous paraît intéressante, c'est qui peut et qui doit agir. Alors, il y a les scientifiques, bien sûr, qui trouvent tous ces niveaux de preuves entre alimentation et santé. On l'a vu juste avant, une fois que ces niveaux de preuves sont établis, l'État, les pouvoirs publics doivent s'en emparer pour, par exemple, faire de l'affichage nutritionnel, réglementer la publicité, pourquoi pas taxer le sucre, le gras, le sel, etc. Mais on peut aussi se poser la question de qu'est-ce que nous, en tant que consommateurs, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors bien sûr, on peut agir tous les jours à travers nos choix individuels, mais ce n'est pas forcément si simple que ça. Ça, c'est une photo que j'ai prise il y a 10 ans dans un magasin, et si je vous demande comment est-ce qu'on fait pour trouver le paquet de céréales qui est le meilleur pour notre santé et celle de nos enfants, eh ben, vous devez aller retourner chaque paquet. Et puis, il y a plein d'informations, il y a ces tableaux nutritionnels, etc. Et il va vous falloir une demi-heure pour trouver le meilleur paquet de céréales. Et donc, on s'est dit qu'il y a peut-être une meilleure solution et on pourrait peut-être essayer de s'inspirer d'autres projets citoyens qui ont réussi à créer la plus grande université, la plus grande encyclopédie du monde. OpenStreetMaps, c'est une carte du monde qui est créée par chacun d'entre nous, et c'est une carte qui est plus précise que Google Maps dans beaucoup de pays du monde. Et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de créer une sorte de Wikipédia des produits alimentaires? Parce que si on veut vraiment essayer de réduire, de trouver des solutions à ce problème de surpoids, d'impact de l'alimentation qui est à l'échelle de la planète, il faut d'abord qu'on rassemble toutes les données du problème et qu'ensuite toutes les connaissances et qu'on construise des outils et qu'on mette ça à disposition de tout le monde. Alors, on n'a pas inventé grand-chose, on a repris exactement les mêmes principes que Wikipédia, qu'OpenStreetMap et d'autres grands projets libres. Donc c'est un projet qui est citoyen, qui est collaboratif, c'est vraiment tout le monde qui participe. Tout ce qu'on fait, c'est ouvert et transparent. Tous nos logiciels, nos codes sources sont libres. Toutes les données qu'on produit sont disponibles pour tout le monde. On est indépendant de l'industrie, ça a été rappelé tout à l'heure, c'est important d'avoir une recherche publique. C'est aussi important d'avoir des projets collaboratifs qui soient indépendants. Et puis tout ce qu'on fait, voilà, c'est gratuit. On n'est pas une start-up, on n'essaie pas de vendre des solutions. On se dit que toutes ces solutions, en fait, elles doivent être disponibles gratuitement pour tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a 10 ans, on s'est dit on va créer une base de données sur les produits alimentaires. Et donc on a développé une application mobile qui permet à chacun de scanner des codes barres et puis de prendre en photo les ingrédients, les tableaux nutritionnels, etc. et de mettre tout ça dans une base de données. Et aujourd'hui, on est 10 ans plus tard, et on a la plus grande base mondiale sur les produits alimentaires. On a plus de 3 millions de produits dans le monde, dont plus d'1 million sur la France. Donc la source de ces données, c'est ce que nous on appelle la collecte citoyenne. C'est vraiment des gens comme vous et moi. On a des dizaines de milliers de personnes à travers le monde qui participent et qui ajoutent des produits tous les jours dans la base. Et puis, au bout de quelques années, ça a été assez lent, la courbe elle monte comme ça, mais ça a pris du temps. On a réussi à créer finalement une transparence de fait. C'est-à-dire que quelque chose qui paraissait impensable au début, c'était que les industriels nous envoient les données. Finalement, au bout de 5 ans, 6 ans, etc., ils ont commencé à venir à nous dire « Ah bah tiens, si vous voulez, on a les données des produits. » Et donc maintenant, on a de plus en plus de données, en tout cas en France, qui nous viennent des industriels eux-mêmes. Donc toutes ces données, on ne les garde pas pour nous parce que
on est vraiment persuadé que c'est des données d'intérêt public et donc qu'elles doivent être publiques, parce qu'elles sont utiles pour plein de choses qu'on va vous présenter. Et donc on les donne à tout le monde, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur le site Open Food Facts aujourd'hui, vous pouvez télécharger toute la base. On crée aussi beaucoup d'outils, d'interfaces qui permettent à d'autres de réutiliser ces données pour, par exemple, créer des applications mobiles. Donc il y a plus de 150 applications qui se sont créées avec la base de données Open Food Facts. Si vous connaissez Yuka, par exemple, c'est comme ça que Yuka a pu être créé, c'est en utilisant les données de la base Open Food Facts. Alors à quoi ça sert, toutes ces données? Il y a une utilisation qui est évidente, c'est éclairer les choix des consommateurs. Et si vous vous souvenez de mon petit tableau nutritionnel au début, c'est pas forcément évident d'en faire quelque chose. Et donc, on s'attache beaucoup à essayer de transformer ces données brutes en données qui sont actionnables. Donc là, par exemple, ce que je vous montre, c'est les feux tricolores nutritionnels. Ça avait été proposé au Parlement européen en 2009, et sous le poids de la pression des lobbies, ça avait été refusé. Mais l'idée, c'était de montrer quels sont les aliments qui sont les plus riches en sucre, en gras, en sel. C'est pas forcément évident, hein. Par exemple, est-ce que 5 grammes d'acide gras saturé, c'est beaucoup, c'est peu? Et donc, on trouvait ça intéressant, et donc on l'a calculé grâce au tableau nutritionnel sur tous les produits. Alors, c'est intéressant, et d'ailleurs, c'est en vigueur au Royaume-Uni. Si vous allez faire vos courses en Angleterre, vous verrez ces feux tricolores nutritionnels. Par contre, ça reste compliqué de comparer des produits entre eux. C'est-à-dire que si vous avez ces feux sur tous les paquets de céréales, ça va être difficile de trouver le paquet quand même, parce que là, par exemple, c'est plutôt bien pour le sel, mais c'est pas bien pour le gras. Qu'est-ce que je fais? Et c'est pour ça qu'en 2014, quand j'ai découvert un papier de recherche qui s'appelait à l'époque le code 5 couleurs, je me suis dit, c'est génial. C'est comme l'étiquette énergie des frigos, personne n'achète un frigo noté D si à côté il y a un frigo noté C, B ou A. Il nous faut la même chose sur les produits alimentaires. Et donc j'ai écrit à l'équipe du professeur de Mathilde Touvier à l'ERN pour leur demander la formule. Ils me l'ont communiqué. Et du coup, on a pu calculer le Nutri-Score sur tous les produits du monde, en fait. Et on l'a rendu disponible sur notre application, sur le site web, et puis aussi sur toutes les applications qu'utilisait Open Food Facts. Alors, ça a été rappelé, les produits, les aliments, c'est pas seulement des nutriments, c'est aussi des ingrédients. Donc, quelque chose qu'on fait aussi, c'est prendre ces listes d'ingrédients et puis on les analyse pour détecter, bien sûr, les allergènes, les additifs, mais aussi regarder si un produit est compatible avec certaines restrictions alimentaires. Par exemple, si vous êtes végétarien ou végétalien, si vous voulez éviter de consommer de l'huile de palme. Cette analyse des ingrédients, c'est aussi ce qui va nous permettre de calculer le degré d'ultra-transformation des aliments. Donc ça, c'est le score NOVA qui permet de repérer les aliments ultra-transformés qui sont NOVA 4. Et je crois que le 28 juin, il y aura le professeur Carlos Monteiro du Brésil, donc, qui est à l'origine de ce score NOVA. On s'intéresse aussi beaucoup aux additifs, où là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que déjà, il y a beaucoup d'additifs, et puis les niveaux de preuve sont très différents. Une première chose qu'on a commencé à faire, déjà, c'est regarder quels étaient les risques de surexposition à certains additifs pour certaines populations. Donc, il y a certains additifs, comme le glutamate de sodium, par exemple, où il y a beaucoup d'enfants qui en surconsomment par rapport à la dose journalière admissible. Mais on est très preneur justement de tous ces progrès sur la recherche pour pouvoir mieux informer ensuite plus tard sur les additifs. Et puis, au-delà du décryptage des étiquettes, il y a quelque chose qui nous paraît très important, c'est l'éducation, parce que finalement le but du jeu, c'est pas qu'on fasse tous nos courses avec nos smartphones, c'est aussi qu'on apprenne des choses. Donc par exemple, quand on scanne un produit qui est très salé, on indique que la quantité de sel est élevée et puis on permet de voir plus d'informations. Alors vous le savez peut-être, sans doute, le sel, c'est une cause d'hypertension, et l'hypertension, c'est mauvais pour le cœur, ça favorise les AVC. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que la majorité des gens consomment plus que la dose de sel recommandée. Et puis aussi, moi, une chose que je ne savais pas, c'est que l'hypertension, il y a la moitié des hypertendus de cette salle qui ne le savent pas encore. Et donc, ça peut être intéressant de le rappeler. Voilà, donc toutes ces données, tous ces scores, toutes ces informations, on a essayé de les rassembler donc, sur le site et l'application mobile Open Food Facts, qui est entièrement gratuite. On essaie aussi de la rendre personnalisable. Donc, par exemple, si vous êtes diabétique, si vous, c'est le sucre qui vous intéresse, etc., vous pouvez dire, moi, mon critère numéro 1, c'est le sucre, ou tel allergène, etc., pour que ça soit l'information qu'on vous présente en premier. Alors, mieux choisir, c'est bien, mais
toutes ces informations, ça peut aussi servir à améliorer les produits. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'améliorer les produits? Parce que malgré le fait qu'il y ait 20 millions d'utilisateurs en France, de personnes qui ont installé soit Yuka, soit OpenFoodFacts, ScanUp ou d'autres applications, on a toujours un adulte sur deux en surpoids. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour toucher vraiment tout le monde? Et là, c'est important qu'il y ait vraiment une amélioration globale de l'offre. Et ce qu'on essaye de faire, c'est justement créer cette transparence de fait pour encourager, pour motiver les industriels à améliorer leurs produits. C'est un peu comme l'effet Que Choisir ou 60 millions, où ils font un classement des 15 meilleures crèmes glacées. Là, grâce à OpenFoodFacts, on peut faire le classement de toutes les crèmes glacées du marché, sur tous les critères, le sucre, le gras, etc. Et vous pouvez faire la même chose sur toutes les catégories. Et pour essayer d'encourager ça, on a créé une plateforme gratuite pour les producteurs avec l'aide de Santé publique France. Déjà pour les encourager à nous envoyer les données, on a essayé de faire une intégration, que ça soit le plus simple possible pour les petits comme les grands industriels de nous envoyer les données de leurs produits. Pour leur calculer aussi le Nutri-Score et l'Eco-Score, parce que c'est pas forcément évident pour tous les industriels, en particulier pour les petits, pour calculer tous ces scores. Et puis aussi pour essayer de leur suggérer peut-être des pistes d'amélioration de leurs produits. C'est-à-dire que quand un industriel nous envoie, par exemple, la recette de son bœuf aux légumes, on va lui dire, votre bœuf aux légumes, par exemple, il est plus gras que la majorité des produits du marché. On va lui dire aussi qu'il suffirait qu'il baisse un tout petit peu le sel de 5%, et puis hop, sa note nutritionnelle, elle passerait à la lettre supérieure. Et ça, c'est très très intéressant parce que les industriels finalement ils le font vraiment, c'est-à-dire qu'on l'a vu très 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 clairement avec le Nutri-Score. C'est que moi j'étais hyper heureux le jour où j'ai vu sur un abribus que le Savane que je mangeais quand j'étais petit, et Brossard annonçait fièrement qu'ils avaient réussi à faire passer le Nutri-Score du Savane de D à C. Et donc si on arrive à encourager ça, ça améliore la qualité globale de l'offre. Et ça, c'est génial parce que ça veut dire que même les gens qui ne font pas du tout attention au Nutri-Score, finalement, ils vont quand même manger mieux. Hop, je vais passer la parole à Pierre pour la suite. Donc, rendre les choix plus clairs pour les consommateurs, encourager les producteurs à améliorer l'offre globale de manière systémique. Et le troisième volet, c'est de permettre de nourrir la recherche, de faire avancer l'état de la science. Donc on fait ça de plusieurs manières et depuis nombreuses années. Tout d'abord avec des collaborations scientifiques, donc avec l'équipe de l'ERN, OpenFoodFacts a permis d'évaluer la pertinence du Nutri-Score sur plusieurs pays, donc des études qui ont pu être répliquées à l'échelle européenne sur le Nutri-Score. Mathilde Touvier l'a mentionné, sur Nutrinet Santé, on va permettre de passer de produits génériques à quels sont les additifs dans ce produit qui est consommé par un membre de la cohorte. Et puis, on est aussi en train, avec l'arrivée des analyses de cycle de vie, donc l'évaluation environnementale, d'estimer l'impact sur l'environnement des produits alimentaires. Un sujet aussi qui est très important pour les politiques publiques, ça va être l'évolution des produits, j'en parle dans un instant. Donc, au-delà des collaborations scientifiques, on veut aussi produire des outils qui soient utiles pour la recherche. Donc, par exemple, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en libre service, entre guillemets, sur le site d'OpenFoodFacts. C'est évaluer la ventilation des fromages, c'est d'actualité en ce moment, du point de vue de Nutri-Score. Donc là, on peut voir l'ensemble des fromages vendus en France en quelques minutes sur OpenFoodFacts. Donc, permettre de faire progresser la recherche nutritionnelle, et une fois qu'il y a des certitudes scientifiques et des vérités qui émergent de ces études, pouvoir accompagner l'action publique. L'effet vraiment systémique d'OpenFoodFacts, c'est de partir effectivement de l'état de la science, de le diffuser et de pouvoir provoquer ce changement systémique dont Stéphane a parlé sur le brossard. Donc typiquement sur le Nutri-Score, on commence à calculer sur 10 000, 20 000, 100 000, 1 million de produits le Nutri-Score.
on le diffuse grâce à un écosystème d'applications ouverts. Donc, ce n'est pas uniquement les applis Open Food Fact qui affichent ce Nutri-Score, mais des balances de cuisine connectées, d'autres applis, voire même des services plus classiques. Et on constate une réorientation de l'offre et de la mise en marché depuis 2015. Et on est en train de rejouer ce succès en fait sur l'impact environnemental. Et ce qu'on constate, c'est une courbe d'expérience en France sur les mécanismes de scoring. Typiquement, l'ADEME a mis en place ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie, donc qui permettent d'évaluer l'impact environnemental de nombreux produits. On a mis en place avec d'autres acteurs l'EcoScore, qui permet du coup de noter des produits sur le même principe que le Nutri-Score. Et encore maintenant, on essaye de rendre ça global, de ne pas le limiter artificiellement à un pays. Et on constate une adoption encore plus rapide qu'avec le Nutri-Score. Les consommateurs, les industriels commencent à comprendre les mécanismes. Et du coup, ça facilite d'autant plus la mise en place des politiques publiques, qu'il y a une pression populaire, que les industriels sont plus prêts et arrivent à se préparer plus rapidement que ça avait été le cas pour le Nutri-Score. Et sur les politiques publiques, on va aussi sur des opérations ponctuelles. Donc là, par exemple, une opération qu'on a faite en janvier avec l'ADEME sur peser les emballages, évaluer les résines plastiques des emballages de manière très précise avec en fait, des balances de cuisine, donc toujours ce système de collecte citoyenne. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au départ, on le fait pour évaluer l'impact environnemental des produits, mais en fait, ça a aussi des impacts sur la santé, parce que les résines plastiques sont en fait des matériaux de contact et ça a des impacts. Il peut y avoir des transferts de molécules dans l'aliment et là, ça va pouvoir intéresser par exemple l'équipe de l'ERN. Donc on a, pour faire tous ces scores, pour faire toutes ces choses-là, on a besoin d'énormément de données sur les produits. Et depuis 2010, depuis 2012, je suis fatigué, depuis 10 ans en fait, on utilise la technologie pour pouvoir accélérer cette mission de transparence. Ça, c'est quelque chose, alors c'est l'ancien logo du Nutri-Score, c'est le score 5 couleurs. On avait à l'époque utilisé une technologie d'intelligence artificielle pour pouvoir le repérer, même sans code barre, sur les produits. Donc déjà très tôt. Et donc on utilise ces technologies pour pouvoir reconnaître les produits, diffuser l'information, mais également pour extraire des informations. Par exemple, le fait de pouvoir extraire une simple liste d'ingrédients va avoir des impacts sur les additifs, les allergènes, les agrégations produits, mais également sur l'environnement, parce que du coup, ça permet d'évaluer plus finement les impacts du produit. Le processus de collecte d'Open Food Facts semble simple en apparence, mais en fait, il y a plusieurs étapes dans ce mécanisme, dans ce flux de la donnée. En fait, on va commencer par collecter via les applis mobiles des photos et différents types de données qu'on va pouvoir ensuite traiter avec des mécanismes de reconnaissance textuelle et d'intelligence artificielle qui vont nous produire ce qu'on appelle les données primaires. Donc, c'est de la donnée brute. Par exemple, la liste d'ingrédients, les valeurs du tableau nutritionnel et ce genre de choses. Et à partir de ces données brutes, on va pouvoir raffiner cette donnée, entre guillemets l'ultra transformée, pour pouvoir faire des données dérivées. Donc par exemple, partir d'une liste d'ingrédients, on va pouvoir avoir une liste des additifs, ou bien le pourcentage des ingrédients, ou différentes choses qui vont être utiles pour ensuite aller sur des mécanismes de score, donc typiquement calculer le Nutri-Score, calculer le groupe NOVA sur l'ultra-transformation ou l'EcoScore sur l'environnement. On va pouvoir calculer de la connaissance, donc typiquement ce que Stéphane a montré tout à l'heure sur le sel, en fait, ça requiert un certain nombre de traitements de données avant de pouvoir être mis en place. Et on va vers une grande tendance de fond qui est la connaissance personnalisée, où là, on peut directement personnaliser cette connaissance pour qu'elle soit plus impactante au niveau non seulement du produit, mais aussi des préférences de l'utilisateur. L'idée étant d'avoir vraiment quelque chose qui touche l'utilisateur et qui lui provoque une réaction versus des messages qui peuvent être trop génériques et qui sont donc peut-être ignorés ou moins impactants. Et en fait, le volume de données
On pensait arriver à un maximum de produits en France. En fait, le nombre de produits continue d'augmenter. On estime que si on avait mis quelqu'un à plein temps, il aurait fallu 13 personnes à plein temps sur 10 ans, et encore plus de bénévoles. Donc c'est un travail absolument monstrueux, d'autant plus que ces calculs ont été faits en admettant que les produits ne changent pas. En vérité, les yaourts et de nombreux produits en fait, changent de manière saisonnière. Les packs changent, et c'est une bonne chose, les producteurs réduisent le sel, le sucre, donc c'est encore plus de travail, alors qu'on avait un mode de collecte qui était classique, qui était citoyen. Et donc l'intelligence artificielle en fait, nous a permis d'augmenter la communauté pour pouvoir lui permettre de faire face à ce défi de l'explosion de données en France et internationale. Donc très concrètement, on utilise l'intelligence artificielle pour de nombreuses choses, extraction de la catégorie, extraction des labels et allégations produits. Par exemple, le premier label qu'on a détecté, c'était le Nutri-Score, pour pouvoir vérifier qu'il était cohérent avec le Nutri-Score calculé par les producteurs. Les techniques aussi pour détecter les ingrédients. On est en train de travailler sur l'extraction du tableau nutritionnel, qui est un challenge, et également sur les nouvelles IA génératives dont vous avez probablement entendu parler, pour permettre de simplifier un certain nombre de choses sur l'extension internationale. Donc je vais faire un focus par exemple sur les logos et labels. Je vous ai mis cette diapositive pour vous montrer à quel point la diversité des allégations produits peut être très perturbante pour un consommateur. Il y a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de logos en France et à l'international. Donc certains, vous les reconnaissez, c'est des logos de santé publique comme le Nutri-Score, mais il va y avoir des allégations producteurs. Et donc l'enjeu, c'est que des algorithmes classiques ont du mal à reconnaître ces logos, et l'intelligence artificielle offre la flexibilité possible pour pouvoir collecter cette donnée et surveiller à l'échelle d'un pays ou d'un continent, en fait, l'adoption d'un certain nombre de logos et de certaines propriétés. Par exemple, la part des produits bio, qui après va servir dans Nutrinet à pouvoir, par exemple, faire des corrélations sur la consommation de bio et certaines maladies ou l'absence de certaines maladies. Donc typiquement, on utilise des techniques dont vous êtes peut-être familiers, de reconnaissance. En fait, c'est très similaire à la reconnaissance faciale. En fait, on repère des choses qui ressemblent à des logos et ensuite on les rapproche. Plus ils sont similaires, plus ils sont proches dans le plan. Et donc on va pouvoir vraiment décrypter les produits de manière beaucoup plus rapide qu'avant. On a également l'enjeu de la nutrition, et qui est vraiment... Alors, sur la nutrition, on a la chance déjà d'avoir 1 million de produits en France, donc ce n'est pas l'enjeu pour la France, mais c'est vraiment pour l'international, pour pouvoir permettre la diffusion du Nutri-Score dans de nombreux autres pays, et avec cet enjeu que les tableaux nutritionnels ne sont absolument pas les mêmes de pays en pays. Et donc, du coup, c'est un enjeu très compliqué qui nous a posé beaucoup de problèmes, mais qu'on espère arriver à résoudre dans les années qui viennent. Peut-être même l'année prochaine. Donc voilà, ces techniques d'intelligence artificielle nous permettent d'extraire encore plus de données avec cet enjeu de calculer plus de Nutri-Score sur plus de produits, d'accélérer la transparence alimentaire. Mais il y a aussi un enjeu à augmenter le volume de données pour les chercheurs et pour les pouvoirs publics, par exemple, pour pouvoir permettre à grande échelle de voir si l'offre alimentaire évolue. Donc, par exemple, pouvoir repérer si les produits les plus consommés, par exemple, vont être reformulés, quand l'industrie nous dit que le taux de sucre dans le top 100 a baissé de, mettons, 5 ou 10%, on va potentiellement pouvoir calculer que c'est vrai ou pas vrai. Donc, voilà, ça va être un enjeu des années à venir, arriver à mettre en place des systèmes de suivi de l'offre alimentaire, non seulement à un instant T, mais dans le temps. Plus de données sur les produits ont permis des analyses plus en profondeur. Ça, c'est peut-être une des leçons qu'on a tirées d'Open Food Facts. Les prochaines frontières, c'est du coup avoir encore plus de détails, donc affiner par exemple les pourcentages des ingrédients, aller sur encore plus de détails, par exemple sur les emballages plastiques, la gestion des reformulations dont je viens de parler, et puis un croisement avec de nouvelles sources de données dont je vais parler maintenant. Parce qu'on a un phénomène de masse qui est en train d'apparaître, c'est la santé numérique, la santé connectée, qui a été quelque chose longtemps assez de niche, assez réservé à des gens qui pouvaient se le permettre. Là, c'est en train de se démocratiser. Donc les objets connectés, des nouvelles techniques en fait, permettent de
faire des choses qui semblaient impossibles en épidémiologie nutritionnelle. Donc, notamment en termes de suivi nutritionnel, c'est le premier élément. Donc, le professeur Touvier parlait tout à l'heure justement de pouvoir prendre une photo des aliments et de pouvoir voir le nombre de calories, de nutriments là-dedans. Donc voilà, j'ai pris un exemple de ce qui se fait à l'heure actuelle, de l'état de l'art en la matière, avec quand même des enjeux récurrents et assez compliqués. Comment reconnaît-on le sel sur une photo voilà, combien de pincées de sel a-t-on mis? Ça, c'est des enjeux qui ont historiquement freiné cette technique-là, mais ça permet quand même de faire de bonnes approximations. On a également la révolution des LLM, des Large Language Models, qui permettent de traiter de manière beaucoup plus efficace le langage naturel. Donc on peut désormais, par exemple, dire j'ai vidé le frigo, je me suis fait 3 tartines de Nutella et un verre de jus d'orange, et que de pouvoir traduire ça en données qui soient exploitables par les applications. Donc là, c'est une application qui permet de faire son suivi nutritionnel de manière totalement intuitive. Et donc, très globalement, les expériences deviennent plus naturelles et plus simples. Là, par exemple, c'est un LLM qui permet de faire ses repas pour la semaine et de générer une liste d'ingrédients complète et de les commander en 30 secondes. Donc, voilà, on va vers des expériences sur la nutrition qui seront beaucoup plus fluides pour les utilisateurs et qui permettront également de suivre beaucoup plus facilement les consommations. En plus de cette donnée classique en épidémiologie nutritionnelle qui est le suivi de la nutrition, on a de nouvelles modalités de collecte, de nouvelles données qui arrivent portées par cette donnée connectée. Ça, par exemple, c'est les tests génétiques et les tests du microbiote qui sont accessibles aux consommateurs entre 80 et 300 € sur Internet. C'est exactement des publicités que j'ai reçues sur les réseaux pour me convaincre d'acheter un tel test. Donc, on sait qu'il y a des études qui commencent à montrer que le microbiote et le génome peuvent avoir des interactions avec la nutrition. On a également des systèmes de collecte qui avant se faisaient en laboratoire. On a une start-up, une pépite française qui s'appelle Weavings, qui lance des systèmes de mesure des urines à domicile, donc pouvoir suivre le taux de sucre dans le sang en continu, avec ce petit paradoxe qu'il faut choisir entre le suivi du taux de sucre et le suivi hormonal, parce que le capteur n'est pas le même. Donc une deuxième modalité qui devient possible avec du coup des prix qui seront probablement entre à peu près une centaine d'euros. Et toutes ces données donc diverses, que ce soit nutrition, urine, tests génomiques, etc., sont en train d'être agrégées par les grands acteurs de l'Internet. Donc typiquement, j'ai mis la solution d'Apple et la solution de Google. Donc toutes ces données disparates sont en train d'être agrégées, et il y a un enjeu important de pouvoir rendre ces données accessibles à la recherche. Donc mon espace santé, la France commence à agir sur le domaine, mais il y a un véritable enjeu d'accessibilité dans les prochaines années, sachant que ces acteurs-là font des cohortes, mais plutôt avec des acteurs américains. Donc il y a des enjeux pour justement que cette donnée soit accessible aux équipes de recherche françaises pour pouvoir faire progresser la science. Et avec toutes ces données qui sont collectées, du coup, les startups, les entreprises commencent à faire des diététiciens, des nutritionnistes avec l'intelligence artificielle. Donc c'est un article du New York Times qui montre ce qu'il est possible de faire en combinant des sources, par exemple génomiques et de microbiote, et d'arriver à faire des contrôles du taux de sucre plus efficaces. Donc c'est encore les premières années de ça, mais ça va probablement se massifier. Donc il y a des usages très enthousiasmants qui commencent à émerger. Il y a évidemment des problématiques, mais en tout cas, c'est en train d'arriver. Et puis, il y a des utilisations un peu moins enthousiasmantes. L'industrie agroalimentaire commence à se saisir de toutes ces nouvelles techniques d'IA générative, d'intelligence artificielle pour nous faire plus consommer et atteindre ces buts. Ça, c'est une capture d'écran de Minority Report, un film que j'avais vu quand j'étais adolescent, où le héros qui était en fuite se faisait interpeller par une publicité pour de l'alcool et au passage démasqué. Et là, on y est techniquement, on a des publicités. Désormais, c'est possible de créer des publicités avec des images
sur mesure, des sons sur mesure, les nouvelles techniques permettent ça, et de mesurer l'efficacité de chaque message, un peu comme ça a été fait lors des élections américaines sur les messages personnalisés pour les candidats. Ben, en termes de nutrition, ça devient possible. Alors, c'est pour ça qu'il y a des usages positifs et il faut les développer et plus rapidement que les usages que l'industrie va pouvoir en faire. Il faut vraiment pouvoir, sur ces modèles multimodaux de ces cohortes multimodales, de pouvoir favoriser leur émergence, de pouvoir favoriser techniquement leur grossissement. Et on mentionnait tout à l'heure Nutrinet Santé avec 174 000, je crois, participants. Et si, en fait, on massifiait ces cohortes à l'échelle mondiale, si, par exemple, au lieu de 174 000, on avait 1,7 million ou 1 milliard de personnes dans la cohorte, les techniques, en fait, l'abaissement du coût des techniques de collecte de l'information favorise, en fait, l'opportunité d'avoir plus de membres dans ces cohortes, de mutualiser aussi ces systèmes à l'échelle de la planète. C'est-à-dire que la France, on a la chance d'avoir une infrastructure de recherche, une infrastructure épidémiologique. De nombreux pays n'ont pas cette chance. Et l'avantage du logiciel, c'est que ça se mutualise. Donc on pourrait absolument étendre ça à tous les pays du monde et avec du coup plus de personnes dans la mesure où ça devient plus facile de suivre son alimentation. Voilà, donc l'enjeu, c'est que vraiment que cette donnée, aussi bien sur les produits que maintenant, du coup, sur les usages et sur les comportements, puisse être accessible à la recherche.